François Gèze. Hossein Makki parlait tout à l'heure du manque d'intérêt que portaient les puissances occidentales ces dernières années pour les hydrocarbures en Algérie. Selon vous, pourquoi et comment ces puissances occidentales contribuent-elles à la perpétuation du régime algérien? Manque d'intérêt, je dirais pas ça. Je pense que les puissances occidentales ont un intérêt à ce que le régime algérien, tel qu'on vient de le décrire, continue. Alors pour comprendre le pourquoi de cet intérêt, il y a un point absolument central et clé qu'il faut d'abord avoir en mémoire, c'est que d'une certaine façon, depuis les années 80, depuis la fin de la période boumédienne, c'est comme si l'Algérie était redevenue une colonie française. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. C'est que dans toutes les négociations internationales, que ce soit au niveau de l'Union européenne, voire au niveau des Nations Unies, chaque fois qu'il y a un problème algérien qui se présente, tous les autres représentants des États se tournent vers la France en disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Sous-entendu, vous connaissez bien l'Algérie, n'est-ce pas? Vous avez été le colon pendant la puissance coloniale pendant 132 ans, donc c'est vous qui savez, comme si l'Algérie n'était pas indépendante. Et alors, là où ça s'aggrave, c'est que effectivement, la classe dirigeante algérienne, celle qui compose ce régime corrompu dont on vient de parler, elle a intégré ce rôle, au point qu'il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, il y a un colonel du DRS qui a dit à un journaliste français « Mais finalement, pourquoi vous ne nous soutenez pas plus que ça? Vous savez, nous sommes les nouveaux pieds noirs. » Waouh! Les gens qui sont à Club des Pins, à côté d'Alger, là où il y a toute la nomenclatura, se considèrent comme les nouveaux pieds noirs. Et on entend dire que ces gens-là, pour eux, le peuple, c'est des bougnoules, comme les pieds noirs racistes de l'époque traitaient le peuple algérien. Donc il y a une situation complètement folle qui s'est créée, et qui du coup surdétermine en quelque sorte la position de la communauté internationale vis-à-vis du régime algérien, qui a été redoublé, alors à part depuis une quinzaine d'années maintenant, par les suites de septembre 2001, des attentats aux États-Unis, qui ont tout d'un coup fait, alors que quand même les Algériens, les généraux algériens étaient allés tellement loin dans la sale guerre, tellement loin dans la manipulation de la violence, notamment de la violence se réclamant de l'islam, tellement loin dans les horreurs qu'ils ont perpétrées contre leur peuple, qu'il commençait à y avoir des protestations. Y compris dans certains gouvernements, dans certains États occidentaux qui disaient non, c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, le 11 septembre, alors là, terminé. Le régime algérien a déployé une propagande qui a été largement relayée au demeurant par les médias français, puis par les médias occidentaux sur le thème « Nous avons connu le terrorisme, personne ne nous aidait, nous avons mené notre lutte tout seul, et aujourd'hui notre expertise, elle est au service de ceux qui se battent contre le terrorisme qui a fait le 11 septembre aux États-Unis ». Et effectivement, on a vu se nouer à partir de là toute une série d'alliances vraiment très stupéfiantes, et puis surtout un discours de désinformation dans les médias français d'abord, occidentaux ensuite, pour la plupart, qui a relayé le discours de mensonge qu'évoquait Habib Souaïa tout à l'heure, et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, le changement, peut-être un changement important qui est survenu, Habib Souaïa évoquait l'affaire de Tigan Tourine quand en janvier 2013, un commando terroriste a attaqué une base pétrochimique dans le Sahara, près de la Libye. Là, tout d'un coup, au mieux, c'est parce que les services n'avaient pas fait leur boulot pour prévenir cette attaque. Au pire, c'est peut-être parce que cette attaque était menée par des groupes islamistes de l'armée, comme on dit en Algérie. Et ça n'a pas plu du tout, mais alors pas du tout, aux Occidentaux. Et qui ont commencé à dire, maintenant vous faites le ménage, un peu, surtout les Américains, vous faites le ménage dans ce qu'il y a dans la partie de votre lutte antiterroriste la plus sale, celle qui constitue à manier des groupes islamistes de l'armée, des groupes qui se réclamant de l'islam. On l'a revu après la révolution tunisienne. Là, il y a eu un épisode qui a encore accentué les pressions américaines et britanniques notamment, qui est le fait que dans les groupes de guérilla tunisiens, soit islamistes, quand les services antiterroristes tunisiens qui ont attaqué ces maquis dans l'ouest de la Tunisie, ils ont tué un certain nombre de ces terroristes-là, et ils ont vu sur leur téléphone portable que beaucoup d'entre eux étaient connectés directement aux casernes du DRS à Alger. Ça veut dire qu'ils étaient encadrés par des émirs de la police politique algérienne. Alors les Tunisiens l'ont dit aux Américains, qui ont dit aussi, c'est plus possible ça. Donc du coup, d'où la purge, entre guillemets, mais qui est une fausse purge, qui est survenue, c'était on a mis de côté le fameux général Hassan qui a été arrêté, qui était chargé, comme Habib Souaïa le rappelait, de l'organisation et du contrôle de ces groupes islamistes de l'armée, n'est-ce pas, qui étaient utilisés comme une arme antipopulaire, une arme de contre-insurrection. Celui-là a été mis de côté. Il y a eu des changements institutionnels. Le général Toufik, finalement, on a dit il n'y a plus de DRS, et ouais, il est mis sur la touche, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une partie, sous la pression donc, de la communauté internationale, des services du cœur, du pouvoir de la police politique, qui a été mis de côté. Et puis de fait, en vérité,
tout continue comme avant sur le contrôle de la société par cette police politique au service des généraux criminels et des oligarques dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà le tableau qui est celui avec lequel finalement la communauté internationale regarde l'Algérie, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tous les gouvernements occidentaux, à commencer par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, mais de même, l'ensemble des États du monde sont parfaitement au courant de la nature de ce régime, sont parfaitement au courant de qui commande, de qui fait quoi, de qui a fait quoi, de quels crimes ont été commis. Et néanmoins, cette communauté internationale, elle continue à couvrir des crimes de guerre, et puis ce qu'il y a eu, il faut parler de crimes contre l'humanité aussi. Et ça, personne dans la communauté internationale, comme on dit, ne s'est élevé pour dénoncer ces crimes. Donc il y a une espèce de, comment vous dire, de complicité très puissante qui s'est établie entre les puissances occidentales et le régime algérien, qui est un des facteurs fondamentaux pour comprendre et expliquer sa pérennité. Et puis, les puissances occidentales, dont parlait François maintenant, elles ont par contre intervenu quand leurs intérêts étaient en jeu. Quand il y a eu l'attaque de Tigantourine, souvenez-vous qu'une semaine ou 10 jours après, M. Cameron était à Alger. Il est venu demander des comptes là-dessus. Que pendant des mois, les services secrets américains, anglais, norvégiens ont enquêté sur l'affaire et ont demandé justement que l'on mette fin à ce système de soi-disant contrôle des groupes islamiques de l'armée. Et là, il y a eu la première purge qui a été faite au sein du DRS. Souvenez-vous également qu'au moment de la seconde purge, quand on a enlevé le Tawfik, que quelques jours auparavant, il y avait le patron des services de sécurité américains qui était à Alger. J'ai oublié son nom, mais voilà. Et il était venu, je ne sais pas, est-ce qu'il est venu demander des comptes ou donner le feu vert, c'est bon, maintenant c'est le moment de le dégommer. Enfin, toujours est-il, ça vous prouve à quel point, quand leurs intérêts sont en jeu, alors là, ils interviennent. Mais sinon, ils ferment les yeux sur tout le reste, et bon, parce que ce régime les arrange, bien entendu. D'accord. Peut-on penser que le soutien des Occidentaux au régime algérien dépend également du prix du pétrole? Du coup, maintenant que le prix baisse, est-ce qu'on peut imaginer que demain ou que dans quelques années, ces Occidentaux arrêteraient de soutenir ce régime? C'est très opportuniste. Il ne faut absolument pas penser que le soutien occidental est un soutien indéfectible, structurel et définitif. Ces gens-là n'ont pas de parole, n'ont pas d'engagement, ils n'ont pas de morale, ils n'ont que des intérêts. Donc ils vont avoir avec le régime algérien le même rapport qu'ils ont eu avec le régime d'Assad ou le régime de Kadhafi. Rappelez-vous que Hafez al-Assad était reçu avec tous les honneurs dus à son rang par Nicolas Sarkozy quelques semaines ou quelques mois avant qu'il soit décrété démon numéro 1 de l'Occident. Rappelez-vous que M. al-Kadhafi a été autorisé à installer sa tente ici, dans les jardins des Tuileries à Paris, quelques semaines ou quelques mois avant qu'on le déclare boucher du peuple libyen et qu'on aille bombarder la Libye. Donc il faut bien comprendre que dans la rationalité libérale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ce régime algérien est très utile. Il partage la corruption avec les élites occidentales. Il faut bien comprendre que la rente n'est pas trustée exclusivement par les généraux et leurs hommes d'affaires, elle est aussi partagée par les élites occidentales. Il n'y a pas de corrupteur sans corrupteur. Voilà, donc c'est une association de malfaiteurs. Mais cette alliance-là, il faut bien comprendre qu'elle peut changer du jour au lendemain. Nous l'avons vu dans le cas de Kadhafi, c'est très intéressant. Voilà quelqu'un qui a financé des campagnes présidentielles, qui a financé des hommes politiques, et ce sont ces mêmes hommes politiques qui l'ont fait exécuter. Donc nous avons affaire à un système qui ne raisonne, qui ne fonctionne qu'en fonction de ses intérêts purs et à court terme. Cela dit, cette action pure d'intérêt à court terme, et là nous divergeons certainement avec d'autres amis et camarades autour de cette table, ces intérêts à court terme s'inscrivent dans une contextualisation plus générale des rapports de l'Occident avec son environnement habituel, avec l'Afrique, la Méditerranée, avec ses intérêts géostratégiques. Donc nous voyons que l'Occident, depuis la fin, l'effondrement du système communiste stalinien, a tendance à favoriser l'émiettement des États. Ça a commencé avec la Yougoslavie, je pense que Hussein en connaît un bout, ça a commencé avec la Yougoslavie, ça s'est perpétué en Irak, ça va en Syrie et en Libye. Il y a une volonté d'émietter et de reconstruire.
des rapports internationaux sur des bases nouvelles, plus conformes aux capacités d'intervention d'un Occident dont les moyens se sont fortement réduits depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec les mouvements de libération, etc. Donc nous sommes en face d'une situation complexe. C'est pour ça que je voudrais revenir sur les questions de défense, où ce n'est pas l'accumulation de matériel qui va nous protéger. Ce qui va nous protéger, c'est le niveau d'accumulation politique de notre société, c'est-à-dire la capacité du peuple à assumer d'abord, à protéger lui-même d'abord ses acquis. C'est ça la défense nationale. C'est pas autre chose. Je suis d'accord avec Omar Abdallah quand il dit que c'est au peuple de protéger l'Algérie. Quand on vit comme ça et on voit la situation et les milliards de dollars qui vont vers la défense, et en plus, il y a aussi le ministère de l'Intérieur qui a aussi un budget important par rapport aux autres structures de l'État. On voit que tout le monde a peur de l'extérieur, du terrorisme, de l'instabilité qui entoure l'Algérie, mais au lieu de renforcer l'intérieur par l'ouverture démocratique, par donner les libertés aux gens, par leur donner leur droit de s'exprimer, que leurs représentants soient élus démocratiquement, on continue dans le même système qui ne fonctionne pas. On l'a vu, 25 ans après, on a fait des coups d'État, on a vu un président qui a été assassiné, on a vu un président qui a été démis de ses fonctions, on a été un président maintenant qui roule, ou un pouvoir qui roule sur un fauteuil roulant. Vous imaginez, on ne le voit pas. C'est tout le pouvoir qui roule sur un fauteuil roulant et tout le monde dit tout va bien, il n'y a rien à craindre, l'armée nationale et populaire est là. Oui, mais d'accord, vous aurez pu avoir une armée forte, bien équipée et tout ça, mais ça n'empêchera pas que des dangers à venir. Et il faut absolument revoir la situation à l'intérieur de l'Algérie. C'est ça le... Quelle défense nationale peut-il y avoir quand vous importez 90% de ce que vous consommez? Ouais. Vous pouvez avoir tous les meilleurs avions, les plus grands sous-marins, les fusées, mais quand vous apportez 90% de ce que vous consommez, vous n'êtes plus en état de défendre quoi que ce soit. Et quand vous parlez du soutien des Occidentaux à ce régime, quel est le rôle du pétrole? Bon, bien sûr, le pétrole a un rôle très important, mais actuellement, le régime algérien les arrange sur plusieurs plans. Non seulement sur ce plan économique, puisque, bon, bien entendu, cette corruption, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Hein, donc, mais il ne faut pas oublier que le régime algérien constitue pour l'Occident, d'une manière générale, un bouclier face à une série de dangers qu'il voit dans la région, le danger de ce qui se passe dans le Sahel, de ce qui se passe en Libye, etc. Et le régime algérien joue le jeu. Hein, il les aide, il soutient tous les gouvernements étrangers qui sont intéressés par, qui ont peur plutôt de ce qui pourrait advenir s'il devait y avoir, je ne sais pas, moi, demain, l'État islamique qui devait envahir toute l'Afrique du Nord, ou j'en sais rien. Enfin, il s'agit d'un soutien mutuel. Oui, bien sûr. En tout cas, peut-être en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce tableau-là montre que, effectivement, enfin, Habib Souaïd l'a encore redit à l'instant, ou Omar, ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir des espaces de démocratie en Algérie. Et là, je me place du point de vue international, du point de vue de la société civile internationale. Je pense que c'est aussi à nous, à l'étranger, de nous mobiliser et de soutenir les forces qui en Algérie, c'est de se battre dans des conditions incroyablement difficiles. Je pense aux familles de disparus, bien entendu, qui depuis déjà de très longues années mènent un combat alors qu'elles sont ultra minoritaires, mais qui fait penser à celui des maires de la place de maire en Argentine, et qui ont mis 30 ans à avoir gain de cause, mais la dureté de leur combat a fait
il y a eu quand même justement des procès de généraux. Bon, il faut se battre dans cet espoir-là et soutenir le combat de SOS disparus, des familles de disparus. Et il faut soutenir également le combat des syndicalistes autonomes de la fonction publique qui se battent dans des conditions incroyablement difficiles face à une répression de tous les moments, face aux tentatives de clonage. Chaque fois qu'il y a un syndicat autonome qui se crée, tac, il est infiltré et il va être divisé, cloné, comme on dit, selon une tactique que nous avons analysée, que nous aussi au niveau du Comité international de soutien aux syndicalistes autonomes algériens, le CISA, nous avons publié cette brochure l'année dernière, dont bien les analyses restent valables aujourd'hui, et je ne saurais trop inviter ceux qui nous regardent aujourd'hui à rejoindre ce combat. Voilà. Oui, il y a d'autres forces, effectivement, qui luttent pour la démocratie, pour la paix, pour une sortie consensuelle de la crise. Il y a les syndicats autonomes, il y a des associations comme SOS Disparus, il y a le Front des forces socialistes, il y a d'autres forces à l'intérieur ou à l'extérieur du FLN qui sont mobilisés pour éviter des dérapages sanglants qu'on nous montre comme une espèce de fatalité inéluctable. Hein. On nous dit tous ça va finir par une catastrophe. Non, et la fatalité de la catastrophe, elle n'est pas inscrite dans le continuum de notre histoire. Il y a la mobilisation citoyenne, la mobilisation de tous, à tous les niveaux. Je voudrais d'ailleurs profiter de la circonstance pour rendre hommage, nous avons rendu hommage il y a quelques jours à Hussein Ait Ahmed. Je voudrais aussi aujourd'hui rendre hommage à Si Abdelhamid Mehri, qui est inlassable militant des droits de l'homme et de la citoyenneté en Algérie, insistait beaucoup sur les capacités de mobilisation populaire pour éviter justement ces dérapages, pour éviter cette pente irrésistible vers, on nous promet des émeutes, des guerres, on nous promet. Eh bien, il faut renforcer toutes ces forces qui luttent pour un consensus pacifique, un consensus de droit, pour une sortie de crise qui nous épargne et qui épargne au peuple algérien qui a tellement souffert durant le XXe siècle et durant le début de ce XXIe siècle, pour lui épargner de souffrances supplémentaires.